entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron à 15%. En route vers la sortie. Twitter file, intimidation, persécution. Le scandale qui fait trembler l'Elysée. Avant de traiter ces deux informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Mister Guili Guili, Divergente, Marie, Adélaïde, Marie et Patrick et Yann Penaud. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Macron vit dans un autre monde. Alerte info, vote de confiance du gouvernement Bayrou. Il faut multiplier les contacts et les deals, a déclaré Macron lors du Conseil des ministres. Autrement dit, des négociations secrètes, des magouilles en somme, et de la corruption. La routine en Macronie. Et évidemment, il n'y a rien de démocratique dans ces combinaisons. Mais Macron a-t-il compris la situation ? 15%, oui 15%, la cote de confiance d'Emmanuel Macron atteint son plus bas niveau depuis 2017. Il a perdu 6 points en un mois. Un homme avec un minimum d'honneur démissionnerait. Mais pour l'honneur, il n'en a aucun échantillon sur lui. Et ce n'est pas un homme, mais un adolescent attardé. Et la question que tout le monde se pose, oui, la vraie question est: qui sont les 15% restants? Oh, ce sont les normies, les hypnotisés par les médias aux ordres, les centristes, les fanatiques. C'est un fait connu. On montrerait à ces fanatiques, leurs champions, en train de dévorer des enfants crus, qu'ils diraient admiratifs « Bon appétit !» J'ai connu ainsi des staliniens qui niaient les crimes du petit père des peuples, oncle Joe, alors que tout était sur la table. Une remarque, 15% d'opinion favorable pour Emmanuel Macron correspond exactement aux intentions de vote pour l'AREM Renaissance aux élections législatives. Autrement dit, les opinions favorables pour Macron sont certainement gonflées. Il y a ce qu'on appelle des modérations lorsqu'on fabrique un sondage. Le brut, c'est-à-dire les gens qui ont été consultés, ne doit pas dépasser 8-9%. Et ce que vous pouvez également constater autour de vous, c'est qu'il n'y a plus personne pour soutenir Emmanuel Macron et sa politique. Oui, soutenir Macron devient honteux. Autre sondage. Alerte opinion, le verdict est sans appel. Les Français rejettent massivement leurs responsables politiques. 91% jugent qu'ils ne sont pas proches des préoccupations des Français. 90% qu'ils ne sont ni efficaces ni visionnaires. 88% les estiment malhonnêtes. 87% pensent qu'ils ne défendent pas l'intérêt général. 86% qui ne sont pas ouverts au dialogue. 85% les trouvent incompétents. 83% les jugent dépourvus de courage. Avec de tels avis tranchés, le poudré ne peut plus dépasser les 10% d'opinion favorable. Mais qui soutient encore Emmanuel Macron ? Eh bien, Retailleau, mais il est bien seul chez les LR et les socialistes. Autrement dit, plus grand monde. Même Sarko vient de dézinguer le poudré. Mais Sarko, c'était le coach de Manu. Avec le temps, Emmanuel Macron se rapproche de la droite et devient de plus en plus secret. Qui est la personne qu'il voit le plus, c'est Nicolas Sarkozy, qui semble d'ailleurs à chaque remaniement avoir une place absolument invraisemblable, puisqu'il dit non, oui, elle, pas lui. Et donc ça aussi, c'est un mystère, l'influence qu'exerce Nicolas. Un journaliste du Monde, nous étions en 2024, auteur des articles sur les coulisses du macronisme, affirme que le poudré est dans le déni de son isolement politique, ne communique plus que par messagerie privée et côtoie principalement Nicolas Sarkozy, son coach. Mais ça, c'était en 2024. Sarko a compris enfin, en 2025, que le poudré était un gros mytho immature, complètement cramé, carbonisé.
et qu'il fallait l'enterrer au plus vite. Et oui, Macron devient un boulet pour tout le monde, pire que le bracelet électronique à la cheville. Et dans une vidéo hallucinante, il dézingue Macron. Une vidéo par ailleurs assez drôle. J'ai eu l'impression d'entendre Laurent Gérard imitant Enrico Macias. La vidéo est dans ma description. Il fait le contraire de ce que je lui dis depuis 8 ans. Bayrou va tomber, la pression en faveur de la démission de Macron grandira, le front républicain ne marchera plus. Pour Sarkozy, le macronisme va tomber et l'Assemblée nationale va être dissoute. Il est quand même gonflé, le Sarko. Il a été le conseiller, le coach de Manu pendant 8 ans et il affirme en 2025 que Manu fait exactement le contraire de ce qu'il lui dit. Il ne nous prend pas pour des imbéciles, le Sarko. Bon, on a compris, c'est un mensonge pour se dédouaner de la faillite de la France. Et chez les LR, cela ressemble à la curée contre Manu. Taillot, taillot, taillot et retaillot. Plusieurs ténors LR commencent à estimer que la sortie de crise politique passe par le départ du chef de l'État. Et accessoirement 67% des Français. Bizarre. Vous ne trouvez pas ça bizarre, ce retournement de veste de Sarko et de tous les LR? Certes, il y a la situation économique, elle est catastrophique, un bilan impossible à assumer. Mais on se rappelle également le déjeuner de Sarko avec Bardella et Marine Le Pen. Sarkozy assassine Retailleau, qui voulait que les députés LR votent la confiance à Bayrou. Sarkozy les incite au contraire à s'abstenir et assure que la dissolution est inévitable. Cela tend à confirmer la rumeur d'une alliance secrète Sarkozy-Bardella. Et le calcul est vite fait. LR plus le Rassemblement national, c'est la majorité dans la future Assemblée nationale. Il est temps pour les patriotes de se rassembler. Appel de Philippe Murer. Faites l'union, vous serez sortis de l'histoire. Philippe Murer adresse un ultimatum au chef des partis souverainistes. Le temps des divisions est révolu. Celui de la responsabilité historique a sonné. L'union devient en effet une urgence absolue. Est-ce que l'on se rend compte que nous ne sommes plus vraiment en démocratie? Attention, euphémisme. Certains en doutent encore? Eh bien, vous allez être servis par cet entretien. Commençons gentiment par le cas de Marc Toiti. Vous savez, Marc Toiti, l'économiste. Si Macron déclenche l'article 16 et s'octroie les pleins pouvoirs, on sera à la veille d'une guerre civile, selon Marc Toiti. Quand même les économistes sonnent l'alarme, c'est que la crise politique a dépassé le point de non-retour. Vous connaissez bien Marc Toiti sur cette chaîne, je diffuse très souvent ses analyses. Et vous le savez, il est très critique envers le poudré. Et qu'arrive-t-il à ceux qui critiquent le pouvoir? Parce que vous dénonciez certains mensonges, vous aviez été menacé. Pour toujours. Ouais, je sais. On m'embête. Moi, je vais pas dire ça comme ça à l'heure de grande écoute, mais parce que vous pouvez justement, c'est le principe. C'est un peu compliqué. Bon. C'est complètement fou. Marc Toiti annonce avoir été menacé car il dérange en dénonçant certaines gabegies et magouilles. C'est vrai que c'est assez grave. Je ne m'attendais pas à cela en France. On en arrive là. On vous met des bâtons dans les roues. Je ne suis pas un complotiste. Tout ce que j'annonce, je le montre. Ce sont des graphiques officiels, mais ça dérange. Et c'est ça qui est dangereux. Et dans les faits, comment cela se passe? Ma banque a fermé tous mes comptes, perso, enfants, société, sans raison. Derrière, 2 contrôles fiscaux. Tout ça pour avoir dit la vérité. Bienvenue en Macronie, si tu critiques le régime, on te coupe l'accès à tes comptes. Et derrière, contrôles fiscaux. Allez voir comment ça se passe dans une dictature. Bon, du coup, on économise un billet d'avion. Merci Manu de nous faire jouer à domicile. Ces persécutions sont monnaie courante dans la Macronie. De nombreux patriotes ont témoigné de cet enfer. Licenciements abusifs, fermeture de comptes en banque sans motif ou de leurs réseaux sociaux, acharnement fiscal et procès en diffamation en tout genre. Pendant que vous débattez contre le système, vous n'avez plus d'énergie contre le régime. C'est la bonne vieille technique de la Stasi. Mais il y a plus grave, la fin de la liberté d'expression programmée par le poudré, les Twitter Files. Alerte info. Selon un site américain et leur enquête sur les Twitter Files, le 14 octobre 2020, Macron a demandé à Twitter France de le mettre en contact avec Jacques Dorsey, l'ex-patron de Twitter,
quelques semaines avant la création du fonds Marianne. Pour rappel, Elon Musk a racheté Twitter quelques années plus tard, et Twitter est devenu X. À l'époque, donc, c'était Jacques Dorsey, assez proche des milieux démocrates. Le président Macron veut envoyer un SMS à Jacques. Le 14 octobre 2020, la directrice des affaires publiques de Twitter pour la France et la Russie a écrit « L'équipe du président Macron m'a demandé encore le numéro de Jack parce que le président veut lui envoyer quelque chose par SMS ». Mais pourquoi Macron voulait-il négocier avec le patron d'un réseau social ? C'est déjà un scandale en soi. Le président de la République n'a pas à se mêler de la liberté d'expression. C'est garanti par la Constitution. Un véritable scandale en soi. Et il faut savoir que Macron avait lancé ses chiens enragés sur Twitter pour l'intimider. Qui sont ces chiens ? Cette affaire vise en grande partie à dépeindre Twitter comme un acteur dangereux dans la presse. La démarche pressante de Macron pour obtenir le numéro de Dorsey semble être liée au lancement simultané d'une action en justice contre Twitter par 4 ONG. Les communications internes extraites des Twitter Files indiquent une manœuvre délibérée conçue non seulement pour pousser la modération du contenu au-delà des exigences légales existantes, mais également pour façonner l'opinion publique et orienter les développements législatifs en matière de haine en ligne. Nous avons été poursuivis en justice au printemps par 4 ONG qui affirment que nous ne faisons pas assez pour lutter contre les discours de haine en France et nous comparent défavorablement à Facebook et d'autres, écrit Karen Colangelo, directrice adjointe du contentieux de la réglementation et de la concurrence chez Twitter, dans un courriel adressé à ses collègues le 19 octobre 2020. Elle demande la nomination d'un expert pour examiner nos systèmes de signalement et de traitement. Et ces ONG, eh bien, vous en doutez, gavées de subventions tenues en laisse par le pouvoir, donc comme SOS Racisme ou SOS Homophobie. L'Amérique doit résister aux tentatives européennes de censure. Les Twitter Files France révèlent un aspect jusqu'alors inconnu de la montée du complexe industriel de censure, à savoir le rôle pionnier de la France qui, depuis plus de 50 ans, a délégué à des ONG le contrôle de la liberté d'expression. Ce même procédé était au cœur des efforts de censure de l'État profond américain à partir du début des années 2010. L'implication personnelle de Macron souligne la grande importance que l'État accorde à la censure des réseaux sociaux dans le but de contrôler les discours politiques et la vraisemblable coordination entre l'Élysée, le gouvernement, certaines ONG et la majorité des parlementaires lors de multiples campagnes visant Twitter révèle un niveau élevé de préméditation, de calcul et de mise en musique similaire aux opérations d'influence et à la défense de la censure que les ONG proches de la communauté du renseignement ont mené aux États-Unis et dans d'autres pays. Ce système de censure et de contrôle de l'opinion publique a concerné d'autres réseaux sociaux. On se rappelle le bras de fer entre Elon Musk, Macron et la Commission européenne, Pavel Durov avec Telegram et Rumble. Rappelons-nous Rumble. La plateforme vidéo Rumble a suspendu son accès en France à partir du 1er novembre 2022 en réponse à une demande du gouvernement français de retirer certaines chaînes russes, notamment RT et Sputnik, considérées comme des médias de propagande par l'Union européenne. Rumble a préféré bloquer l'accès à sa plateforme pour les utilisateurs français plutôt que de se conformer à cette demande, arguant qu'elle allait à l'encontre de sa mission de promouvoir un Internet libre et ouvert. Plus de Rumble, mais à la place, vous avez de la chance, petit vénard, vous avez LCI. Pavel Durov, patron de Telegram, c'est fou. Les fichiers Twitter France semblent révéler les tentatives de Macron d'étouffer la liberté d'expression en France depuis des années. C'est une véritable obsession pour Emmanuel Macron, qui dure depuis 8 ans. Contrôler les réseaux sociaux, contrôler l'opinion. Eh oui, si les Français connaissaient ces turpitudes, ces magouilles, ils quitteraient l'Élysée au bout d'une seconde. Depuis 8 ans, donc, il revient à la charge, avec ses maîtres chanteurs du politiquement correct qui pratiquent la terreur intellectuelle. Et pour mettre en place ces lois liberticides, les bécasses. Contenu haineux en ligne. Horreur, Berger annonce la coalition d'une dizaine d'associations. Ah, la meute des ONG. La ministre en charge de la lutte contre les discriminations a annoncé ce jeudi 10 juillet la mise en place d'une coalition d'associations, ajoutant qu'un soutien financier leur sera apporté.
Ce que veut Aurore Berger, c'est mettre en place la loi Avia qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Vous vous rappelez de Laetitia Avia? Elle avait mordu un chauffeur de taxi qui n'acceptait pas sa carte bleue. Et sa loi, la fameuse loi Avia, avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Voyons les motifs. La loi Avia, adoptée le 13 mai 2020, et visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, a été largement censurée par le Conseil constitutionnel au nom de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Grand A donc, atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. La disposition phare de la loi, article 1er, imposait aux plateformes en ligne, comme Facebook, Twitter, YouTube, de retirer sous 24 heures les contenus signalés comme manifestement illicites, contenu haineux, etc., etc., sous peine de lourdes sanctions jusqu'à 1,3 million d'euros d'amende. Le Conseil a jugé que ce délai extrêmement court, combiné à l'absence d'intervention préalable d'un juge, incitait les plateformes à pratiquer une surcensure par précaution, supprimant des contenus même s'ils n'étaient pas clairement illégaux. Cela portait une atteinte non nécessaire, non adaptée et non proportionnée à la liberté d'expression. Traduction, et cela m'est arrivé pas mal de fois sur les réseaux sociaux. Des contenus ont été supprimés. Oui, parce qu'il y avait une association qui m'avait un peu dans le pif. Elle faisait pression sur les réseaux sociaux pour interdire ma vidéo ou un tweet, alors que c'était de la liberté d'expression et que je ne bafouais aucune loi. C'est fou. L'actualité, le réel, peut être considéré comme très gênant pour ces ONG. Vous voyez ce que je veux dire? On reprend. B. Absence de contrôle judiciaire. Le Conseil a souligné que l'appréciation du caractère illicite, souvent complexe et contextuelle, ne pouvait être laissée à des acteurs privés sans contrôle judiciaire. Pour faire court, ce sont nos ennemis politiques qui ont été embauchés qui vont me juger. Cela va à l'encontre de toute idée de justice et de démocratie. C'est ainsi qu'on était systématiquement appelés sur les réseaux sociaux complotistes par ces ONG. La vérité, vous le savez, est complotiste. C. Sanctions excessives et risque de surcensure. Les sanctions prévues, amende élevée et dans certains cas peine d'emprisonnement, dès le premier manquement a été jugé disproportionné. Cela risquait d'inciter les plateformes à retirer systématiquement tout contenu signalé, qu'il soit illicite ou non, pour éviter des pénalités, renforçant ainsi le risque de censure abusive. Ah, ça a été l'astuce pour nous censurer. Une trentaine de trolls débarqués sur un de mes réseaux sociaux, dénoncer le contenu, le réseau social censurait, ensuite je faisais appel et après vérification, on s'apercevait que je n'avais bafoué aucune loi. Non, ce n'était que de l'actualité qui déplaisait manifestement à certains. J'ai ainsi gagné plus de 50 appels, mais entre-temps, mes vidéos, bien évidemment, étaient suspendues. D. Critères flous et complexité juridique. Le Conseil a relevé que la notion de contenu manifestement illicite était trop vague et subjective, rendant difficile une analyse juridique approfondie dans les délais impartis. Cette imprécision, combinée à la technicité juridique de certaines infractions, comme les délits de presse, aggravait le risque d'atteinte à la liberté d'expression. Voilà, ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel en 2020 revient en douce cet été avec Aurore Berger et le DSA. Contrôler la liberté d'expression par des associations privées gavées d'argent public dont tenues en laisse par le pouvoir. Et oui, c'est pour vous empêcher de savoir, pour vous empêcher de penser. Et puis, cela nous rappelle les fact-checkers. La demande de censure de X était directement liée au fonds Marianne. Et oui, nous dit Amélie Ismaili. Suite à l'assassinat de Samuel Paty, Macron a créé un conseil de défense, l'unité de contre-discours républicain, qui, comme je l'expliquais chez Idriss Aberkane, est une unité de censure politique. Le fonds Marianne était un fonds créé justement pour soutenir le travail de l'UCDR en payant des associations, Conspiracy Watch, ISD, l'ICRA, etc., qui étaient entre autres intervenir dans la modération des réseaux sociaux. Or, les Twitter Files viennent de démontrer que les démarches pour censurer Twitter depuis la France ont utilisé exactement ce prétexte de l'assassinat de Samuel Paty pour pousser X à censurer des discours politiques. Autrement dit, tout ce que j'ai expliqué depuis le début sur cette affaire est ici confirmé.
Et si vous êtes fidèle de ces entretiens, vous connaissiez également le système puisque je le dénonce depuis l'arrivée du poudré. Heureusement, nous avons un allié de poids, Donald Trump. Donald Trump déclare la guerre à la régulation européenne sur le numérique. Décryptage. Épargnée par l'accord sur les droits de douane, la régulation européenne sur le numérique passe sur le gris du Congrès américain ce mercredi. Dans le viseur, le Digital Services Act, le DSA, qui cristallise le caractère irréconciliable de deux visions de la liberté d'expression et donc de ce que doit être l'espace numérique. Il faut savoir que Pusula a refusé de se soumettre à Donald Trump, arguant que la loi avait été votée par les députés européens. Oui, par les RPS, les RPS, la France Insoumise et les Verts, qui sont complices depuis des années de cette tyrannie. Et il n'est pas bon donc d'être un opposant à Macron. Marc Toiti a témoigné, le général Coustou a témoigné, et certains ne peuvent plus témoigner. Éric Dénessé, mort mystérieusement le 11 juin 2025. Olivier Marlex, mort mystérieusement le 7 juillet 2025. Ils ont tous deux enquêté sur la vente d'Alstom Énergie à General Electric, expliquant que l'État, Macron, sacrifiait les intérêts français au profit des Américains. N'oubliez jamais, une bête stupide mais blessée est toujours très dangereuse. En Allemagne, cela devient complètement fou. Oui, en Allemagne, c'est l'hécatombe. Un 7e candidat de l'AfD est décédé avant des élections régionales clés en Rhénanie du Nord-Westphalie. 7 candidats de l'AfD morts en 2-3 semaines avant les élections locales. En résumé, 5 décès dits naturels entre guillemets, une maladie grave et une personne qui aurait mis fin à ses jours. Une série rare qui suscite, vous vous en doutez, spéculation et interrogation. Philippe Béchade. 0 candidat mort dans l'intervalle parmi les candidats des 8 autres des principaux partis. Donc il y avait 0,00014 chances sur 100 que cela se produise. Conclusion. Les candidats de l'AfD survivants doivent jouer au loto, les probabilités sont en leur faveur. L'euro-million est assuré pour l'un d'eux. De l'ironie bien évidemment, le sourire tragique. Mais nos ennemis deviennent complètement fous. Dès qu'il y a une mort suspecte, eh bien, la personne a mis fin à ses jours. La honte. Dorénavant en France, toute mort suspecte est considérée par la justice comme quelqu'un qui aurait mis fin à ses jours. Circuler, il n'y a rien à voir. Oui, la justice vient d'affirmer que cette personne aurait mis fin à ses jours. Et comment l'a-t-on retrouvé ? Un policier a été retrouvé mort à Toulon, les mains et les pieds entravés, une cagoule sur la tête, dans l'eau. L'enquête de ce policier porté sur le milieu. Autre scandale qui fait trembler le pouvoir. Jack Lang rembobine son film financé par Jeffrey. Il faut rappeler que Jack Lang a été reconduit à la tête de l'Institut du monde arabe par Emmanuel Macron pour 4 ans. Jack Lang a discrètement annulé la diffusion du documentaire à sa gloire, Jack Lang, la traversée du siècle. Le film avait été cofinancé par un don de Jeffrey, via une association fondée par ses proches en 2018. En 2019, Jack avait par ailleurs invité Jeffrey aux 30 ans de la pyramide du Louvre, source Le Canard enchaîné. Et oui, l'affaire Jeffrey a son pendant français. Brunel, mis en examen dans l'affaire Jeffrey pour plusieurs agressions sur mineurs, a été retrouvé mort dans sa cellule. Oh, c'est ennuyeux, toutes ces morts naturelles. Qui en France a le pouvoir d'effacer les traces de son éventuel passage chez l'île de Jeffrey? Chouette, encore une rumeur. Pour bien saisir cette histoire, ce Brunel avait une agence de mannequins, Karine Models, et il a collaboré avec la célèbre agence Elite. Il fournissait de la viande fraîche à Jeffrey. Or, il semble avoir été plus ou moins protégé par le monde de la mode et des paparazzis. Mais qui dirigeait les paparazzis? Mais c'est Mimi Marchand. Intersection dans le milieu des célébrités. Les activités de Mimi Marchand dans la presse People et celles de Brunel, l'agresseur, complice de Jeffrey, dans le mannequinat, se croisent potentiellement dans le monde des célébrités et des médias. Les mannequins de Karine Models, comme Christine Turlington ou Mila Jovovich, étaient des figures susceptibles d'intéresser les magazines People, Voici, Paris Match, etc., avec lesquels Mimi Marchand, l'ami des Macron, collaborait. Il est plausible que Marchand, via son réseau de paparazzi, ait couvert des événements ou des personnalités liées à l'agence de Brunel.
La mort très suspecte de Brunel en prison vient confirmer certains soupçons. Et aux USA, l'affaire Jeffrey redémarre. Les victimes de Jeffrey ont annoncé qu'elles révéleraient indépendamment les noms de ses clients sans intervention gouvernementale, affirmant en avoir assez et être prêtes à dénoncer tous les clients qu'elles connaissaient. Boum! Eh bien, cela s'agite du côté républicain. La représentante républicaine Anna Paulina Luna balance. Le dossier Jeffrey dépasse de loin ce que l'on croyait. Les élites ne devraient pas seulement trembler, elles devraient préparer leurs cellules, même en France. Et derrière Jeffrey, non pas un simple prédateur, mais un rouage d'un service de renseignement étranger. On aimerait la confirmation de ce service, cela me rend un peu maussade. Donc, attention, risque de turbulence dans la Macronie. Et turbulence également pour Pustula. Vous vous rappelez l'histoire ? Ah ben tiens, la Bulgarie a décidé de ne pas ouvrir d'enquête sur ces perturbations. Vous vous rappelez, le GPS de l'avion de Pustula aurait été brouillé par la Russie. Énorme fake news. Et là, la Bulgarie a décidé de ne pas ouvrir d'enquête sur ces perturbations. La bonne blague. Ursula Mito prise la main dans le sac. Sa pseudo-histoire de GPS lui explose au visage. Oui, l'Union est prête à tout pour nous déclencher la guerre. Frexit. Mauvaise semaine pour Pustula. Ils enragent à Bruxelles. Kaja Kallas est nerveuse. La rencontre entre Vladimir Poutine, Xi et Kim Jong-un est un défi direct à l'ordre mondial. La chef de la diplomatie européenne n'a pas apprécié les négociations des dirigeants de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de la Corée à Pékin. C'est un défi direct à l'ordre mondial international fondé sur des règles, a-t-elle déclaré. Kallas a qualifié le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai ainsi que les rencontres bilatérales et multilatérales de travail des dirigeants autoritaires pour créer un nouvel ordre mondial et a souligné que l'Europe doit faire face à cette nouvelle réalité. Par ailleurs, en Chine, on a discuté non pas d'une guerre contre l'Occident, mais de nouvelles règles de jeu qui déplaisent aux globalistes. Et ce qu'il y a de sidérant, c'est qu'ils sont toujours dans le déni de réel. On assiste à la nouvelle donne de la carte géopolitique mondiale, pointe Éric Revel dans 100% politique, après le sommet entre Vladimir Poutine et le président chinois. Car il y a eu un événement historique, la signature d'un accord, renversement complet. Force de Sibérie va gâcher les plans des USA pour l'hégémonie énergétique. C'est ce qu'écrit Bloomberg. L'article explique que le projet bouleverse le marché du GNL. Du tout au tout. Les États-Unis voulaient devenir le principal fournisseur d'énergie, mais désormais un grand consommateur, la Chine, a la possibilité de choisir chez qui acheter son gaz. Pour Trump et ses plans, c'est un coup très dur. Hier, la Russie, la Chine et la Mongolie ont signé un mémorandum pour la construction de la Force de Sibérie 2, un pipeline qui fournira à la Chine jusqu'à 50 milliards de mètres cubes de gaz russe par an. Pour la Chine, cela signifie une alternative au GNL américain, qatari et australien. Et pour la Russie, de nouveaux marchés. Bloomberg avait déjà écrit que la diplomatie énergétique de Poutine en Chine était une véritable victoire, renforçant la position de la Russie et réduisant la dépendance de la Chine vis-à-vis des fournisseurs occidentaux. Il y a encore 6 mois, les Américains jugeaient cet accord improbable. Mais voilà, 19 sanctions plus tard, c'est signé. Jour de tristesse dans l'Union européenne, le Mercosur est signé. Macron défendait le Mercosur dès le début, une preuve. Le 15 novembre 2024, nous avons simplement baladé ce camion dans Paris pour alerter les gens. Résultat, 2 gardes à vue. Preuve que s'opposer à l'accord Union européenne-Mercosur dérangeait. Mais c'est d'une tristesse. J'enrage encore contre la pétition contre la loi du plomb. Les Français n'ont pas compris que c'était pour les couper de leurs paysans. Oui, ce n'était qu'une opération de communication. Voilà notre avenir dans les magasins américains. Un consommateur américain a constaté que de nombreux produits chez Aldi, on retrouve les mêmes en France, y compris les salades et le poisson, portent désormais des étiquettes bio-ingénierie ou contient des ingrédients biologiquement modifiés sur de très nombreux aliments. On va remplacer tout notre savoir-faire, tous nos bons produits par des OGM et de la cochonnerie, de la bouffe industrielle.
Tout le monde sait que cette nourriture industrielle, transformée, est mauvaise pour la santé. Trop de sucre, de produits chimiques, d'OGM, d'antibiotiques, d'hormones, et j'en passe. Et dire que certains nous expliquent qu'il faut entrer en guerre contre le réchauffement climatique. Nous ne devons pas avoir peur d'entrer dans un monde d'écologie, de guerre. Mais là, vraiment, elle se moque du monde. Les produits vont être importés d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Le traité du Mercosur a été validé par l'Union européenne. C'est l'arrêt de mort d'une très grande partie de notre agriculture, la meilleure. Emmanuel Macron a fait semblant de s'y opposer pour donner le change aux agriculteurs français. Mais il avait donné son accord, info d'un député européen allemand très proche du pouvoir. Cela avait été convenu avec Merz, qui lui avait besoin de ce traité pour son industrie et notamment le secteur automobile. Nos agriculteurs se sont fait mais vraiment avoir par un président qui les méprise au plus profond. Rubrique théâtre, une soirée farine à l'Élysée. Les deux présidents étaient dans un drôle d'état. Et oui, le poudré a reçu son homologue ukrainien. L'Élysée ce soir, allégresse déconcertante. Mais la conférence de presse était un peu moins joyeuse. La coalition des volontaires pour apporter un soutien militaire à Kiev semble aujourd'hui théorique, a reconnu Zelensky. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une nouvelle initiative menée en Europe par la France et la Grande-Bretagne, la coalition des volontaires. Pour l'instant, elle semble encore théorique, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec le président français Emmanuel Macron à Paris. Demain, nous aurons une réunion de la coalition des volontaires qui aboutira, je ne sais pas à quelle date, mais cela aura lieu, à des garanties de sécurité, a-t-il déclaré. Je pense que nous obtiendrons des garanties très importantes. Traduction, tout cela c'est du guignol pour faire plaisir à Manu, les véritables décisions sont prises entre la Russie et les USA. Le président russe, vous le savez, abandonne l'Ukraine croupion à l'Union européenne. L'Ukraine croupion pourra donc adhérer à l'Union européenne et le président russe est prêt à recevoir son homologue ukrainien. Vladimir Poutine se dit prêt à recevoir Zelensky à Moscou. Le président russe s'est déclaré prêt à accueillir Volodymyr Zelensky à Moscou pour une rencontre, à condition qu'elle soit soigneusement préparée et qu'elle puisse déboucher sur des résultats concrets. Cette ouverture s'inscrit notamment dans le cadre d'une demande formulée par le président américain Donald Trump. Sur cette bonne nouvelle, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Attention à l'arnaque! La gauche est légitime à gouverner, oui. Ce n'est pas un socialiste, c'est le double d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, jeu des 7 différences. Mais attention, c'est un niveau expert, ce n'est pas facile. Je dois reconnaître que j'ai perdu, je n'ai vu aucune différence. Quant à la femme de Gluglu, Léa Salamé, de plus en plus de spectateurs quittent son journal et elle est payée 25 000 €. Oui, c'est le salaire que touche Salamé par mois pour lire un prompteur et vous enfumer. Ne rigolez pas, c'est avec votre argent. Changement de Premier ministre. Renvoyez-nous un autre couillon. Oh, il y a un double de Macron au Parti Socialiste. Il n'y a pas que Glucksmann, il y a également Olivier Faure. Il y a plus de membres de la Fédération française de kayak que d'encartés au Parti Socialiste. Ah, ça c'est de la vanne. Ah, ces socialos, toujours prêts à sauver la tyrannie. Insolite, le gouvernement veut durcir l'accès à l'aide médicale d'État. Oui, il vient de supprimer la balnéothérapie pour les migrants. Quel cerveau malade s'est dit un jour, si on faisait financer les balnéos des clandestins par les Français? Comment a-t-on pu en arriver à ce niveau de délire grotesque? Ah, cela s'explique, cela s'appelle le socialisme. Alerte générale! Un avion d'origine russe a été aperçu volant au-dessus des plages d'Arcachon. Voyons voir, quel est cet avion russe, ce complot russe? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Oh, une banderole, je n'arrive pas bien à lire. Ah oui, oh oui, ça doit être certainement un coup des Russes. Et d'ailleurs, la pétition, elle s'envole. 140 000. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.